Go. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Passerelle. Salut Lydie. Salut Hélène. Alors on se retrouve cette semaine avec un sujet qu'on n'avait pas encore abordé jusque-là, les classiques. Les questions épineuses des classiques. Ouais, on l'a pas abordé, je pense qu'on l'a même plutôt filouté et évité. On en a souvent parlé, mais on a repoussé gentiment la chose. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, on a parlé de classiques de littérature dans les émissions de Passerelle, mais pas une thématique réellement destinée à ça. Non, parce que ça fait un peu peur les classiques, bizarrement. Ça fait partie des choses qu'on aborde un peu doucement, tranquillement, avec un peu d'appréhension des fois. Et là, on avait envie de vous parler de livres pour vous prouver que les classiques, c'est vachement bien. Ça peut être fun. Que ça peut être fun, qu'il y a des choses qu'on n'attend pas dans les classiques, mais qui y sont, et qu'il y a des vrais plaisirs de lecture à avoir dans ces livres-là. Je te propose de commencer avec un des tiens, Mimi. Ah oui, on va commencer avec un des miens. On va commencer avec, disons-le clairement, le plus beau texte de littérature britannique qui existe aujourd'hui, qui va être Les aventures d'Alice au pays des merveilles, plus exactement de Lewis Carroll. Là, je l'ai pas puisque forcément je le prête très régulièrement, donc je l'ai plus à moi. Mais j'ai Le thé d'Alice, qui est un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Nuages, qui regroupe des textes d'Alice avec des illustrations par plein d'illustrateurs différents, dans des styles complètement différents aussi. Un superbe ouvrage, si vous avez l'occasion de vous le procurer, qui se focalise sur les illustrations autour de la scène du thé. Et donc on va retrouver forcément tous les illustrateurs classiques, mais aussi des moins connus. Et donc pourquoi Lewis Carroll, pourquoi les aventures d'Alice? Parce que pour moi, en termes d'histoire, de conte, c'est déjà un texte fondamental, qu'il a marqué toute une génération de lecteurs, de jeunes lecteurs, que c'est aussi une emblème de la littérature de jeunesse, même si c'est pas un texte qui au départ était destiné à la jeunesse. Non. C'est tous les personnages qu'on va rencontrer dedans, Tweedledee, Tweedledum, Humpty Dumpty, le chat de Cheshire, le lièvre. Voilà, tous ces personnages-là ont fait qu'à un moment donné, on s'est focalisé sur les personnages type enfantin, et puis que l'héroïne est une enfant aussi, et puis que Disney, l'adaptation Disney, j'imagine, a enfoncé le clou de ce truc-là. Tout à fait. Faut savoir que la plupart des réinterprétations qu'on en connaît, donc via Disney ou via même Tim Burton, toutes les séries qui ont pu être... On a les aventures d'Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, qui sont deux textes différents. Mais la plupart du temps, les deux sont mélangés. Moi, ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'il y a un vrai travail de la linguistique, de jeux de mots, de parodie de textes victoriens, de parodie aussi. La reine de cœur en est l'image du gouvernement, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le point de vue historique, mais surtout vraiment sur le point de vue linguistique. On bascule dans un monde où la raison linguistique n'a plus son sens, presque. Certains personnages parlent à l'envers, se contredisent les autres systématiquement. Pouvez-vous vous tenir sur la tête? Changent les mots de sens volontairement, etc. Et Alice et le chat Dina vont être à la frontière de ces deux mondes. Alice faire une incursion dans ce monde non normé, alors qu'elle vient d'un lieu très normé, voire trop normé, puisque c'est la bourgeoisie britannique, avec ses belles valeurs. En tout cas, elle les porte, puisqu'elle est très polie, elle est même quelquefois... mais elle est quand même espiègle, curieuse, voilà. Et puis ce chat qui va faire de toute façon le chat Dina, pour le coup, le chat de Cheshire, va faire ce parallèle entre les... Il va être le point de section entre les deux. Et ramener Alice aussi du bon côté. On ne sait pas si c'est un monde cauchemardesque ou si c'est un monde rêvé, en fait. Ça dépend un peu des visions. Moi, j'aime à penser que de l'autre côté du miroir, c'est aussi ça. C'est
c'est un autre pendant de ce monde-là. Et puis, ouais, j'aime beaucoup la folie de ce texte à lire et à relire. À lire quand on est enfant comme un conte. Et puis, adulte, s'attacher vraiment plus à la langue utilisée. Ouais. Mais j'avoue que moi, je crois que je l'ai jamais lu en fait. Enfin, j'ai dû lire des versions adaptées. Ouais. Mais le texte en lui-même, de base, je l'ai jamais lu. Il faudrait que j'essaie. Et si vous êtes plus ou moins bilingue, n'hésitez pas à aller vraiment vers la version anglaise, parce qu'il y a réellement des jeux de mots sur le sens et des mots qui sont découpés, qui ont des rimes, qui ont des... Enfin, vraiment, allez-y, vraiment. Pour le plaisir de la langue, autant la retrouver directement. Tout à fait. Quand on en est capable et qu'on n'est pas allergique à la lecture anglo-saxonne, oui, avec grand plaisir. Voilà, pour le mien, le premier. Donc, comme quoi, Alice, c'est un classique. Ah bah ouais, carrément. Et toi alors, ton premier... Je vais enchaîner par quoi par un peu de violence, tiens. En même temps, vu ce que j'ai ramené, on va avoir du mal à ne pas être dans la violence. Moi, j'avais envie de vous parler de Zola. Et j'ai choisi de parler de La Bête humaine, qui est un de ses romans, peut-être un des moins connus de la série Les Romans Macquart. Enfin, le moins connu. Il y en a d'autres qui sont encore moins connus que celui-ci. Mais c'est pas celui qui est mis en avant en général. Et moi, il y a 2 textes de Zola qui m'ont vraiment marqué. C'est Au bonheur des dames et celui-ci, La Bête humaine. La Bête humaine parce que c'est un roman sur la justice. C'est un roman sur le monde ferroviaire. On va suivre l'histoire de Jacques Lantier, qui est un mécanicien sur une locomotive. Avec d'autres personnages autour, et c'est vraiment une histoire sur la violence dans tous les endroits où elle s'insinue, ce qu'elle peut avoir d'héréditaire ou pas. C'est un roman où il y a je ne sais pas combien de meurtres, il y a plusieurs suicides, il y a plusieurs viols. C'est vraiment très très sombre, et puis avec toujours cette image de la locomotive qui est entre un espèce de progrès qui amène du confort et de la vitesse dans la vie des gens qui est appréciable, et en même temps ça reste un engin de mort. Il y a des catastrophes ferroviaires dans le roman, sans surprise. Donc il y a aussi cet entre-deux. Monstre de fer. Ouais, complètement. Et il y a des descriptions notamment de la locomotive quand elle est en marche, avec cette espèce de vapeur. C'est pas l'époque du steampunk, mais il y a un petit côté comme ça pour certaines scènes, je trouve. Que moi j'aime vraiment beaucoup, et les personnages poussés à fond dans leur retranchement, dans leur manière de voir les choses, perdus dans certaines décisions qu'ils ont prises à certains moments, ils ne savent plus trop comment s'en sortir, et ça rajoute de la violence à la violence, encore à la violence. Vraiment, c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup marqué, et qui est un roman noir, c'est presque un thriller, quoi. Il y a un meurtre, on va essayer de comprendre qui a fait quoi, comment ça s'est passé, une histoire d'empoisonnement. Enfin, c'est vraiment, ça tient en haleine. C'est pas du tout l'image qu'on peut avoir d'un texte de Zola, du 19e, classique, etc. C'est le contraire du chiant, et c'est, vraiment, la plume de Zola, elle est vraiment intéressante pour ça. Puis moi, j'aime bien son approche naturaliste de la chose. Quand j'étais au lycée, j'avais beaucoup de mal à comprendre les différences entre tout ça. Mais ce côté où on va parler de la société en ayant une approche scientifique, expérimentale, on va partir d'un sujet qu'on a envie d'observer, on va faire une hypothèse, et on va faire en sorte de confronter cette hypothèse à la réalité. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, voilà. Et ça m'a beaucoup plu et beaucoup marqué. Et encore aujourd'hui, je comprends l'impact que ça sur mes lectures et les choses que j'aime et que je n'aime pas en lecture. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Zola, vraiment, je conseille. Ça se lit hyper facilement. C'est pas la bête noire qu'on peut en avoir, mais parce qu'il y a aussi le côté où beaucoup d'entre nous, on a approché Zola via la littérature scolaire, obligatoire. Ouais, ça fait du mal, ça. Tout ce qui est obligatoire, forcément, et puis quand on est pré-ado, voire ado, voilà, et puis c'est le classique, comme on le disait, ça fait très peur. Mais vu que c'est présenté d'emblée comme ça, dans la tête tout de suite, il y a tout un éventail d'a priori qui se place. C'est du classique, donc ça va être chiant, ça va être une langue impossible à comprendre, ça va être des histoires qui ne nous concernent pas du tout parce qu'on n'est pas à la même époque.
Alors que bien sûr que si, tout ce qui est raconté dans Zola, c'est encore dans la littérature C'est aujourd'hui, toujours, c'est juste réécrit différemment. Mais Ça me fait penser à la condition, à la condition humaine que j'avais lu de Malraux, ouais. où même mon enseignant m'avait dit non, c'est pas pour toi, t'es pas assez prête ou t'es pas assez mûre. Et ça avait été une claque pour moi, et autant sur le point de vue sociétal, social, sur mon engagement politique presque, mes réflexions en tout cas. Donc comme quoi, il n'y a aucune lecture qui n'est pas conseillée, puis il n'y a aucun âge aussi. Il y a des fois, il faut y revenir plus tard, et des fois, faut laisser tomber. Et la préface de Gilles Deleuze, ça peut faire peur, mais elle explique beaucoup de choses aussi. Ouais, carrément. Et en même temps, à l'époque, je l'ai lu quand j'étais au lycée, parce que ça faisait partie du programme, un des rares livres que j'ai apprécié d'ailleurs. Gilles Deleuze, autant dire que je savais pas du tout qui c'était. Donc il n'y avait pas ce côté qui maintenant me ferait un peu plus peur, quoi. Je ne savais pas qui c'était, donc ça allait. C'est pas plus mal. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un texte pareil, politiquement engagé, en tout cas qui a une résonance très actuelle, qui s'appelle La ferme des animaux. Je vais vous en parler succinctement parce que je pense que c'est un texte qu'il faut découvrir de soi-même. George Orwell, forcément, on le connaît bien maintenant, on l'a bien redécouvert. La ferme des animaux, c'est le texte fondamental à lire si vous pensez un peu engagé politiquement, si vous sentez poindre les dictatures quelque part, si vous sentez les discriminations vous peser quelque part. C'est la révolte des animaux. C'est un moment du 21 juin en Angleterre. Tous les animaux, et notamment les cochons en chef, vont mener la révolution et décider que tout ce qui a deux jambes devient un ennemi, et vont se mettre à s'organiser, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur monde pour pouvoir le retourner et trouver qui sont les victimes, qui sont... voilà. C'est un texte à la fois cynique, c'est un texte fondateur, c'est un texte sur l'engagement politique, c'est un texte sur la révolution, les révolutions, c'est un texte... c'est une fable aussi quelque part parce qu'on va suivre ce côté avec tous ces animaux. Il y a un âne qui est hyper cynique, il y a du Jiminy Cricket qui se balade quelque part, c'est drôle, ça peut l'être, mais ça vous renvoie à tellement de choses actuelles que réellement je vous invite à le lire et à le relire. C'est comme Ray Bradbury, c'est comme tous ces textes de ce qu'on appelle de l'anticipation, voire qui en était à l'époque et qui aujourd'hui sont plus vraiment l'anticipation de 1984. C'est ça, la dystopie, mais ce n'est pas tout à fait. Là, en l'occurrence, c'est une fable philosophique, mais ça reste une fable et ça se lit très très bien. Donc vraiment, je vous invite à le redécouvrir. Voilà. Donc George Orwell, La ferme des animaux. Alors, moi, deuxième texte, deuxième violence, continuons gaiement. Et encore un texte que j'ai découvert au lycée, que j'ai étudié en seconde et qui m'a vraiment marqué. C'est Chronique du règne de Charles IX de Prosper Mérimée, qui en gros raconte la période de l'épisode du massacre de la Saint-Barthélemy, où les protestants se sont fait massacrer par les catholiques sous l'ordre de Charles IX et de Catherine de Médicis, qui manipulaient tout ça en interne. C'est un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a énormément marqué à l'époque, que j'ai relu plusieurs fois, un peu plus tard. Là, ça fait longtemps que j'ai pas relu, et qui m'a marqué parce que ça parle... des guerres de religion évidemment, de l'intolérance religieuse. D'un coup on décide que les protestants sont à bannir et qu'il n'y a que le catholicisme qui compte, donc les protestants doivent mourir. Bizarrement ça résonne, ça s'est passé en 1572-74, quelque chose comme ça. Quelques siècles plus tard, il n'y a pas grand chose qui a changé, parce qu'on est toujours en train de désigner une religion comme la religion fautive, et celle qui est la mère de tous les vices, et si le monde va mal, c'est forcément à cause d'elle, donc on n'avance quand même pas beaucoup.
Donc ça parle de tout ça. Il y a aussi beaucoup de manipulation politique, puisqu'on va suivre les différentes... j'allais dire équipes, c'est pas des équipes de jeu, hein, les différentes parties, on va dire, les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre. Et puis au milieu de tout ça, on va suivre l'histoire de deux frères, parce qu'on va être plongé au milieu de tout ça, avec Bernard et son frère. Il y en a un qui est protestant, l'autre qui s'est converti. Il y en a un qui décide d'être protestant, mais qui est un peu tiraillé entre sa foi et son amour pour une femme qui veut qu'il se convertisse pour rester en vie. Bref. Donc il y a ça aussi, il y a la guerre entre les frères, qui est aussi une espèce de symbole pour aller vite, des guerres fratricides, où en gros on se tue entre êtres humains et on ne sait toujours pas pourquoi. Voilà, et puis avec une plume de Mérimée qui est très... en fait c'est drôle. C'est bizarre à dire parce que ça parle quand même de massacre à Tire-Larigot, mais il a une plume qui est teintée d'ironie et de cynisme, qui fait que la lecture en est très plaisante. C'est peut-être pas le bon terme parce que c'est macabre, mais ça se lit tout seul et ben voilà, cet humour apporte un peu de légèreté dans la chose. Et puis c'est un roman historique et finalement j'en lis pas beaucoup. En général, ça me gonfle un peu, mais alors celui-là m'a vraiment marqué. Je pense que c'est par tout ce qu'il aborde comme question, question de la religion notamment, qui je crois qu'il est une question qui m'intéresse toujours. De toute manière. Qui intrigue en tout cas, c'est sûr. Moi, je vais passer dans un autre registre, qui est l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Dans une sublime édition, qui est la maison d'édition Ultime, qui malheureusement je crois n'existe plus. J'espère que quelqu'un peut me contredire, mais j'en ai quelques-uns. En tout cas, ils avaient fait un super travail de maquette. Pourquoi ce texte? Alors déjà, Robert Louis Stevenson, on est en 1879 je crois, quelque chose comme ça. Ce texte a failli jamais arriver, pour la simple et bonne raison qu'il avait été écrit sur un carnet et que la femme de Robert Louis Stevenson a dit non, ça c'est de la merde, on va le détruire. Toujours détruire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Du coup il l'a réécrit. C'est un texte pour moi qui est super fondateur de plein de choses, de mes lectures, mais aussi de tout mon amour du cinéma d'horreur, du cinéma en tout cas, de l'expressionnisme allemand, qui a influencé énormément d'œuvres derrière, de Bram Stoker, enfin voilà, en tout cas toutes les lectures que j'ai pu faire après autour de ce sujet de l'horreur, du fantastique, mais en même temps avec un côté très noir et très noir et blanc, parce que c'est vraiment ça. Là pour le coup, le noir et blanc, c'est ces deux personnages qui n'en sont qu'un. On va suivre un notaire qui va assister à un événement à Londres où le docteur Jekyll semble impliqué avec un espèce d'homme malsain, très moche, très bourru, un mastodonte qui s'appelle Monsieur Hyde, qui est l'essence même du maléfique. Et le docteur Jekyll, qui lui a plutôt une bonne aura, semble lié quelque part avec lui. Donc ce notaire va enquêter pour savoir quels sont les liens, est-ce que l'un fait chanter l'autre ou pas, et puis savoir ce qui se passe dans sa vie. D'autant que c'est son notaire donc, qui lui a laissé quelques consignes qui le font un petit peu flipper. Et on va suivre via les yeux de ce notaire en fait l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Alors je vous raconte la fin, mais parce qu'elle est un peu connue et que je vais pas vous dévoiler grand chose, si ce n'est qu'il faut de toute façon le lire. Mais à la toute fin en fait on va comprendre que ce docteur passionné et en tout cas intrigué par son espèce de double personnalité, ce côté qu'on a tous en nous où on a un côté très sympa, comme je peux l'être là maintenant, et puis j'ai un côté très mauvais, très... Si.
mais je ne montrerai pas à la caméra tout de suite. Voilà, il va être vraiment intrigué par cette espèce de double en tout cas, de sa personnalité. Il va créer une potion pour la scinder en 2 parties. Et sauf que cette deuxième partie prend son indépendance la nuit. Et Monsieur Hyde n'est autre que le double du Dr Jekyll. Voilà. Et ça, tout ça, on va le comprendre à la fin. Mais je vous ai rien spoilé parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est tout le parcours et comment on en arrive à enquêter et comprendre comment les deux s'impliquent et s'intriguent. C'est très psychologique aussi, il y a beaucoup, et c'est d'ailleurs là où on voit que le cinéma d'horreur s'est beaucoup inspiré à la fois de la psychologie mais aussi des classiques britanniques. Parce qu'on va comprendre réellement les implications entre la personnalité et la psycho ou la psyché et le côté noir, bestial, aller dans les tréfonds de nos propres personnalités. Pour moi, c'est un texte magique qui se lit super vite, vraiment, et pourtant c'est une petite claque. Ouais. Voilà. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et alors, je remarque que tu as que des textes d'auteurs britannique, c'est possible. Oui, c'est possible parce que j'ai découvert. Alors, je te disais, il y avait Malraux, il y avait Madame Bovary, j'aurais pu en citer quelques francophones ou français. Mais je crois que mes plus grosses claques en littérature sont arrivées à la fac, quand j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde anglophone. Et là, j'ai plus pioché, et puis du coup, je suis arrivée vers la littérature américaine, parce qu'aujourd'hui, mon socle de connaissances va être plutôt vers la littérature anglo-saxonne. Et ça, ce sont vraiment des textes qui m'ont marqué. Je voulais sortir Moby Dick, je voulais sortir... Enfin, il y en avait plein comme ça, mais oui, pas de France. Enfin, les Français sont marquants, mais... Ouais, mais en tout cas, pour toi, c'est moins marquant. Et moi, du coup, je remarque que j'ai quasiment amené que la littérature francophone, mais c'est aussi lié à mon parcours scolaire et notamment d'études après. Oui. Le lycée, c'est parce que j'ai fait des études de lettres modernes en tout connement, donc moi les classiques je les ai lus à ce moment-là et très peu après, donc j'ai découvert ça par ce biais-là. Et du coup, alors je vais pas vous en parler de celui-ci, mais il faut lire Flaubert. Enfin voilà, c'est pas un ordre, mais ça y ressemble quand même. Lisez vraiment Flaubert. L'éducation sentimentale, c'est un roman sur le rien. C'est vrai, mais ça montre à quel point, à partir du moment où l'écriture est magique, on peut lire un roman sur le rien avec plaisir, avec avidité même pour tourner les pages. Donc voilà, c'est très important de lire Flaubert, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, donc c'est pour ça que je parle pas plus de celui-là maintenant. Oui, je triche, et alors ? Bien joué. Et là, j'avais envie de vous parler de ce texte-là, Théodore Fontane, son roman c'est Effi Briest, qui est pour le coup un auteur allemand de la vague réaliste, donc 19e toujours, hein, par contre 19e, hein, 19e forever, va savoir pourquoi. Et celui-là, je l'ai découvert vachement plus tard pour le coup. Mais ça reste un auteur classique allemand. Et là, on va suivre l'histoire donc de cette jeune femme qui s'appelle Effi Briest, qui est une jeune aristocrate, qui, elle, pour le coup, va être complètement brisée et perdue par toutes les contraintes familiales, toutes les contraintes sociétales amenées par sa classe, qui est l'aristocratie. Alors on a plutôt l'habitude de lire des textes sur l'oppression que l'aristocratie et la bourgeoisie ont sur les classes populaires, ce qui est vrai évidemment, mais ce texte-là c'est vraiment sur l'oppression au sein même de la classe, la manière dont on a du mal à s'en sortir quand on n'a pas tout à fait la même vision des choses, quand on a envie de faire autrement. Et ben on se retrouve coincé dans sa famille, etc. Et là c'est exactement ça, c'est vraiment le déclin de cette femme qui va se retrouver mariée à un baron qui l'oublie totalement, qui la délaisse, donc elle va finir par rencontrer quelqu'un d'autre et rentrer dans l'adultère, ce qui ne se fait évidemment pas en aristocratie, en tout cas il ne faut pas que ça se sache. Qui se fait pas dans la vraie vie non plus. Hein. Non, enfin en tout cas il faut pas que ça se sache. Super. Et tout ce que sa famille va mettre en place pour l'enfoncer encore plus, sans aucun état d'âme, quoi. C'est vraiment... voilà. Et alors, en même temps, ce personnage se bat pour être hors norme de sa classe, et en même temps, elle se laisse couler, elle se laisse faire. Enfin, il y a une espèce de paradoxe entre les deux qui m'a vraiment marquée au moment de ma lecture.
Et voilà, et j'ai vraiment des souvenirs de ce texte, des bribes de passages, d'images, etc. Alors que je l'ai lu il y a peut-être 10 ans maintenant. Et c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup plu, c'est du réalisme qui m'a beaucoup moins emmerdé que du Balzac. Qui m'a pas emmerdé du tout d'ailleurs, sinon j'en parlerai pas. Et que je trouve vraiment intéressant pour aborder cette question-là autour de l'aristocratie. Dans la collection Imaginaire de Gallimard. Ouais, c'est une collection qui va rechercher des textes qu'on trouve plus en général, qui sont plus édités. Et des textes d'auteurs classiques, c'est pas forcément 19e. Et dont les traductions sont plutôt plus que bonnes. Ouais, complètement. On a fait à peu près le tour, même s'il y en a encore plein d'autres dont on aura peut-être une session 2, je pense, sur les classiques. Une deuxième session. Si vous avez des classiques dont vous voulez nous parler, n'hésitez pas à nous contacter à émissionpasserelle@gmail.com ou sur le site de l'émission www.émissionpasserelle.fr. Tout ça sans respirer. Vraiment. Et tout ça s'affiche en bas. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter aussi. Et on serait ravis de vous entendre parler aussi de vos lectures à vous fondamentales. Ouais, complètement. On peut se déplacer, on a le matériel pour, on a le technicien pour. Coucou le technicien. Merci le technicien. Merci le technicien. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On revient de toute façon bientôt. Dans 15 jours si tout va bien. Voilà. Avec une nouvelle idée, un nouveau sujet, une nouvelle rencontre. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis et puis tout vite alors suis ici ou ailleurs. Salut. Technicien. En plus il se fait attendre.